Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement. Bonjour, je suis Simonie Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leaders, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les portent, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Emmanuelle Larocque, fondatrice de Social Builder, une start-up sociale dans l'accompagnement et l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique. Très engagée sur les sujets d'égalité et de mixité dans les métiers du numérique, Emmanuelle nous partage la passion qui l'anime depuis plus de 11 ans autour de Social Builder et les prochains projets comme l'expansion à l'international ou encore le déploiement d'une plateforme pour aller encore plus loin dans l'impact. On a aussi évoqué l'expatriation avec son chapitre à New York qui s'est révélé être un véritable accélérateur pour Social Builder, mais aussi d'éducation des enfants. Belle écoute! Hello Emma, donc je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. On se connaît depuis quelques années déjà. Ouais. Je vais laisser te présenter pour commencer. Bonjour Simonie, bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Emmanuelle Larocque, j'ai 45 ans, je suis la fondatrice d'une organisation à but non lucratif qui accompagne les femmes dans les métiers numériques et techniques. Tu as créé Social Builder il y a 11 ans déjà. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse, comment t'es venue l'idée, nous raconter aussi les débuts peut-être? Ouais, alors la genèse, c'est une envie, après une dizaine d'années d'expérience professionnelle, de faire quelque chose qui ait de l'impact. Donc moi j'ai vraiment un ADN d'entrepreneur social. Je souhaitais apporter une contribution sur la place des femmes dans la société, mais plus spécifiquement dans l'économie. Et le lien avec le numérique s'est très rapidement fait parce que aujourd'hui, on a à la fois un besoin de compétences massif pour aider les entreprises à vivre correctement et profiter de cette transformation numérique. Et puis on a de l'autre côté tout un tas de professions qui sont en train de disparaître parce que voilà, certains métiers s'automatisent, se robotisent. Et les femmes sont majoritaires aujourd'hui encore dans ces métiers, hein, tous les métiers du back-office, de la relation aux parties prenantes. Et puis par ailleurs, voilà, on a aussi des femmes qui cherchent des nouvelles opportunités, qui ont envie de faire partie de ce monde en transformation et qui aujourd'hui, pour des questions d'orientation, stéréotypes, ne sont pas forcément sensibilisées aux métiers numériques et techniques. Donc ça, c'était l'opportunité incroyable de dire ben, les entreprises vont quand même ouvrir leurs portes à des profils en reconversion atypiques. Et puis nous, Social Builder, on pourra permettre aux femmes de découvrir tout cet univers, de former les femmes, de les insérer, et puis embarquer avec nous les acteurs de l'insertion, les entreprises, les acteurs de la formation, pour qu'ils fassent évoluer leurs pratiques professionnelles et attirent un peu plus les femmes et les forment mieux à ces métiers d'avenir. Ça, c'est la genèse, c'est vraiment l'identification du besoin et c'est la manière dont on allait y répondre. Et puis au début, ben, c'était des conversations, je dirais dans un salon autour d'une bière sur le fait que les choses n'allaient pas assez vite sur l'égalité femmes-hommes. Et puis après, c'est voilà, c'est une aventure humaine, des gens qui rejoignent le projet, qui ont un impact. Parce que tu étais toute seule au début, hein, la création au tout début. Alors, j'ai été toute seule à porter l'idée. Après, je pense qu'on n'est jamais vraiment seul, c'est-à-dire qu'il faut identifier qu'il y a vraiment un sujet, une façon de la transformer. Moi, j'avais la vision. Et puis ça s'est fait avec, au final, pas mal d'amis qui au début donnent un coup de main, puis après portent, un des sujets, la communication, une étude et puis ensuite voilà, on se professionnalise, on est une équipe.
Et ça fleurit et ça, c'est formidable. Mais le projet en tant que tel, oui, c'est moi qui l'ai porté, et qui continue à le porter, 11 ans après. Je me revois il y a 11 ans, enfin, c'est super innovant ce que tu as fait. Je veux dire, il y avait peu d'acteurs à l'époque. Alors, dans l'approche de Social Builder, c'est vraiment une innovation de process, hein. On a aujourd'hui une organisation qui, à la fois, accompagne les femmes, quelle que soit leur maturité, de parcours professionnel, de reconversion, que ce soit, un début de réflexion où on leur présente leur métier, c'est des grandes journées, on les fait pratiquer un petit peu le numérique, on les fait rencontrer des femmes qui se sont reconverties. On leur permet aussi voilà, de mieux comprendre les différentes voies pour rejoindre le numérique, les métiers, la variété, la diversité, la richesse des métiers. C'est 40 filières d'emploi, hein, le numérique, c'est extrêmement large. Et puis aussi, on leur explique comment le numérique va impacter des métiers sur lesquels elles sont déjà, hein, c'est-à-dire que le métier, c'est si elles veulent rester dans le métier de la communication, donc ça c'est assez intuitif, il y a le digital qui est arrivé, mais c'est la même chose s'ils sont voilà, sur le secteur de la santé, de la banque, ou le luxe, peu importe. Donc tous les secteurs sont impactés. Ensuite, on va les former. Donc pour celles qui ont envie de se reconvertir, on organise des formations gratuites, donc qui sont souvent financées par des entreprises, par l'ESA, et on va les former à des métiers qui recrutent. Donc ça peut être les métiers du développement, ça peut être les métiers de la gestion des données, les métiers plus techniques, les métiers de l'infrastructure, hein, donc tout ce qui est télécom par exemple. Et on va développer des formations de 3 à 18 mois, pour certaines en alternance, qui vont être adaptées vraiment à des besoins d'entreprise, puisque pour rentrer dans un métier, on va voir les entreprises, on leur demande quels sont leurs besoins, et après on va construire un parcours. Et ensuite, on va travailler toute la partie insertion, parce que ça, c'est le plus important, je dirais, une fois qu'on est formé, et c'est de trouver des employeurs qui donnent la chance à des profils en reconversion. Il y en a de plus en plus, des grandes entreprises, des entreprises puissantes, des entreprises qui recrutent, qui forment en interne, qui payent bien. Et donc nous, on a 300 entreprises partenaires avec qui on crée des actions. Alors soit ils impliquent leurs salariés dans des programmes de mentorat, soit elles vont proposer des postes, soit elles vont proposer des actions de formation en partenariat avec Social Builder, donc c'est assez large. Et ça, c'est 70 000 femmes accompagnées depuis le début de l'aventure, donc c'est à la fois une goutte d'eau dans l'océan, et à chaque fois, c'est un petit pas en plus vers la concrétisation d'un projet. Les programmes Social Builder ne concernent uniquement que des hard skills. Est-ce que vous avez aussi des parties sur les soft skills ou comment se réinsérer justement sur tout ce qui est recrutement Ça, c'est une question tellement importante. On observe qu'aujourd'hui, les employeurs sont plus sensibles aux compétences, en communication, les compétences relationnelles et humaines qu'aux compétences techniques. Alors bien sûr, tout dépend des postes, mais aujourd'hui, dans un projet de reconversion, ce qui est fondamental pour les femmes, c'est qu'elles comprennent qu'au final, elles arrivent avec un bagage, une expérience de vie, quelle qu'elle soit, quel que soit leur âge et leur background, et que c'est aussi important que ce qu'elles vont acquérir comme compétences techniques. Parce que les compétences techniques, on peut les acquérir toute la vie. Le numérique change de manière extrêmement rapide et dynamique. En revanche, tout ce socle de compétences humaines, et ben, c'est ce qui fait le plus en entreprise, et d'autant plus dans des environnements qui sont très mouvants, en perpétuelle évolution. Donc nous, on investit beaucoup sur les sujets leadership, ce sont toutes ces compétences, l'assertivité, la communication, la relation aux autres, le positionnement, tout ce qui va leur permettre vraiment de faire la différence. Et puis on investit aussi sur comment adresser, s'insérer dans un nouveau secteur. Donc ça passe par la déconstruction aussi des stéréotypes, de pouvoir prendre un petit peu de recul, de comprendre que voilà, on arrive dans des environnements qui peuvent avoir des codes particuliers, qui peuvent être très marqués, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas comprendre comment trouver sa place dans ces environnements. Il faut savoir que dans les environnements numériques, ils sont différents, ils sont variés. C'est aussi ça, souvent on a une image assez stéréotypée, et ce qui est tout à fait logique, hein. Le cerveau humain, il fonctionne comme ça, il crée des cases, il met des choses dedans, et puis il segmente, il compartimente. Et donc nous, notre objectif, c'est d'ouvrir le plus possible pour que chacun, et chacune notamment, trouve sa place. Donc ça, c'est très très important pour nous. Donc on a investi énormément sur les compétences humaines et relationnelles. Justement, on n'est pas revenu sur ton background. Donc tu as fait une école de commerce, Neoma, et ensuite tu as fait un programme de leadership, il me semble, de coaching. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs vies professionnelles.
J'ai fait du conseil, après j'étais directrice d'un incubateur d'entreprise, à impact. J'étais responsable des projets Corporate Social Responsibility pour Neoma, mon école, que j'adore. Et par ailleurs, moi je me suis énormément formée. Alors forcément, quand on porte un projet comme Social Builder, on se forme tous les jours sur plein de sujets. Mais je me suis formée sur les sujets du numérique, je me suis formée bien sûr sur les sujets gender, puisque j'ai fait une spécialité sur les sujets innovation, sociologie des organisations et le genre. Voilà, donc je suis spécialisée sur ces thématiques. Et je suis aussi coach de formation et je continue à me former régulièrement sur plein de sujets. Voilà, moi, ce qui m'anime, c'est bien sûr les sujets de genre, c'est l'inclusion numérique. Ça, c'est mes sujets aussi de cœur. Et puis, je suis passionnée d'éducation et d'accompagnement. Voilà, donc je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, piloter un projet comme Social Builder, c'est au croisement de tous mes sujets de cœur, donc j'ai beaucoup de chance. Ouais. Est-ce que c'est ta première, alors, est-ce que je peux dire boîte? Je sais pas, projet, c'est ouais? Alors des projets, j'en ai toujours beaucoup porté. Moi, je crois j'ai vraiment pour le coup, j'ai vraiment le profil entrepreneur. J'adore lancer des boîtes. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent mal. Ma 1re entreprise, j'ai pas réussi ma levée de fonds, j'étais obligée de l'arrêter. Je sortais de l'école. J'ai créé une compagnie de théâtre, j'ai créé plusieurs associations, j'ai créé une entreprise d'ailleurs qui travaille, en partenariat avec Social Builder parce que dans Social Builder, c'est cette entreprise, qui est une SAS et l'association. Donc, il y a 2 pôles, j'ai contribué à beaucoup de projets, ce que je trouve passionnant quand on est dans cette dynamique de création, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut apporter à un moment. Je suis très impliquée dans Impact France, donc là, pour le coup, j'ai pas fondé la structure, mais je suis ambassadrice. Donc faut aussi, moi, je trouve que ce qui est riche, c'est aussi d'apporter des fois un petit plus à un projet en disant: «Bah, tiens, ça, je peux vraiment apporter un petit quelque chose en plus pour aider le projet à décoller, à avoir plus de visibilité, à s'asseoir, à se structurer». Donc voilà, moi j'adore les entrepreneurs, j'adore les gens qui portent des projets. Pour moi, c'est tout aussi, entrepreneurial que de dire, «Tiens, je vais, organiser, dans mon quartier, une petite soirée sympa entre voisins», que de vouloir monter, un projet, voilà, qui ira, dans différents pays. Je crois que la question de la volonté entrepreneuriale, de dire: «On va imaginer quelque chose et on va la créer», voilà, c'est tout le sens de la vie pour moi, de faire ça. Donc voilà, j'adore les projets. Génial. Et justement, quels sont les prochains chantiers, les prochaines étapes pour Social Builder ou Alors nous, notre grande vision, c'est comment on va pouvoir accompagner, dans le monde entier, les femmes dans leur trajectoire, dans leur leadership dans le numérique. Donc en fonction des territoires, ça peut être très différent, hein. Ça peut être, aider des femmes qui, au quotidien, vendent leurs services ou de l'artisanat, à mieux s'emparer du numérique pour trouver des clients ou des clientes. Et ça peut être dans d'autres espaces du monde, faire en sorte que les femmes investissent, l'entrepreneuriat de croissance ou créer des entreprises qui vont pouvoir aussi, améliorer la vie des femmes. Et puis dans d'autres endroits, ça va être aider les femmes à se former à des métiers qui recrutent et notamment les métiers techniques. Donc là, on est en train de créer une plateforme qui s'appelle l'Académie, qui, pourra, proposer des parcours à, des organisations qui accompagnent les femmes, donc des ONG, des entreprises, pour les aider justement à les éduquer, les sensibiliser sur les sujets, numériques, stéréotypes, et les amener aussi à choisir, des filières scientifiques, techniques, mathématiques, informatiques. Donc nous, notre grand projet, c'est, cette plateforme de formation, d'éducation et d'accompagnement pour les femmes qui permettra aussi de les rapprocher, d'employeurs, de formateurs, formatrices, d'accompagnants, des coachs, des mentors. Donc cette dimension communautaire est essentielle, parce que, on trouve de la compétence, partout. Il y a partout des plateformes de formation. Ce qui est plus compliqué, c'est comment après on cristallise ces formations, on les fait atterrir sur un projet, qui a du sens pour une personne et qui lui permet de gagner sa vie. donc ça, ce sera à l'échelle, vous le déployez à l'échelle mondiale? Exactement, donc là, on est en train de travailler sur la construction de la première version de la plateforme avec, un territoire, le premier territoire d'implantation, ce sera le Sénégal. Et donc plusieurs langues, j'imagine? Ouais, multilingue, donc on commence, français-anglais. Et notre objectif, c'est vraiment, le monde entier, là où il y a des besoins et il y a des possibilités aussi de travailler en complémentarité avec les acteurs locaux. On veut toujours, nous, travailler en partenariat avec les acteurs éducatifs de la formation entreprise et associatif.
Donc ça, c'est notre modèle, on a toujours travaillé comme ça. On ne travaille jamais seul pour être sûr d'apporter des solutions qui sont en complémentarité, qui apportent de la valeur ajoutée, ou qui vont être utiles au plus de monde possible. Génial. Alors, je me souviens que tu as passé un peu de temps à New York, aux US. Mmh. Justement, on parle d'international. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce chapitre perso et pro? Alors ça, c'est très intéressant. Je pense que dans la dimension, leadership, ouverture d'esprit, l'exploration de nouveaux horizons, je pense que ça fait partie aussi de ce qui alimente les perspectives et les créateurs, créatrices, de projets ou d'entreprises. Ce que je trouve aussi, assez, fondamental, c'est, de se décentrer, parce que forcément quand on est dans un contexte, souvent on maîtrise son marché, son contexte, c'est dynamique. Mais de pouvoir imaginer que dans d'autres pays, les choses se font différemment, sont pensées différemment. C'est ce qui permet de pas s'endormir, je crois, et de continuer à innover. Donc, moi, j'ai eu la chance de partir avec un programme, porté par l'ambassade des États-Unis, qui s'appelle Fulbright, NGO Leaders. Donc c'est un programme pour les acteurs de l'impact, beaucoup du monde associatif et des fondations, pour, pouvoir, créer des liens, des partenariats, et en tout cas se décentrer et identifier, des acteurs qui travaillent sur, notre champ de travail, de compétences ou des projets qu'on a envie de développer et créer des liens. Et donc moi, j'ai eu la chance de partir 6 mois en famille en plus. Donc c'était, très riche. Ça m'a permis de créer une filiale, aux États-Unis qui, en raison du covid, malheureusement, a été très challengée, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mais ça m'a permis aussi de créer des liens avec, des institutions internationales, l'ONU, des fondations internationales qui du coup ont accéléré notre développement international. Donc ça, je crois que même si on n'a pas vocation et si on n'a pas le souhait d'aller à l'international, de chercher cette nourriture, de comprendre comment, d'autres approcheraient notre projet, ou comment d'autres développent des projets avec d'autres dynamiques. Je crois que c'est vraiment ça c'est ce qui ça m'a donné énormément d'énergie et d'envie d'aller plus loin. Et puis par ailleurs, ce que je peux dire, c'est que quand on va dans un autre territoire dont on maîtrise pas les codes, on est obligé de repenser un peu tout, parce qu'on n'est pas attendu. Il y a personne qui vient nous dire, «Hé, hé, moi j'ai besoin de toi». Et ça nous remet dans une dynamique, je trouve, de combativité, de devoir, voilà, se poser la question: comment on présente l'essence de la valeur de ce qu'on fait? Est-ce que dans ce nouveau contexte, il y a de la valeur? Où serait la valeur? Quels sont les points à créer qui auraient du sens pour tout le monde? Oui, ça évite de s'endormir, c'est bien. Ouais. Du coup, ça a pu donc créer des synergies pour Social Builder. Ah complètement, ça a été un accélérateur pour nous. On a été identifiés par plein de fondations, c'est non, ça a donné je pense que ça a donné une autre, ça a vraiment accéléré le déploiement international du projet. On a lancé le projet d'académie quand je suis rentrée, on a fait toute la levée de fonds. À titre, je pense, d'inspiration pour soi et pour l'équipe, c'était très important. Et du coup, vous allez rouvrir une filiale ou quelque chose? Non, c'est pas encore prévu? Alors nous, on a, une filiale aux États-Unis, mais qui aujourd'hui ne propose pas d'accompagnement, qui propose surtout de l'information, de la sensibilisation, qui fait plus un peu du réseau et du porte-parole. Aujourd'hui, le territoire américain, c'est un territoire qui est très complexe parce que, bon, déjà la crise, elle est partout, mais elle est aussi aux États-Unis. Il y a moins de filets social, moins de soutien, à la formation des personnes. Donc autant avant les gens investissaient sur la formation, les entreprises investissaient beaucoup moins maintenant aujourd'hui. Je dirais pour 1 € investi sur le développement de compétences, on aura beaucoup plus d'impact, dans l'hémisphère sud ou, dans des pays européens qu'on l'aurait aux États-Unis où chaque programme coûte très, très cher. Donc aujourd'hui, on a fait plutôt le choix d'aider plus de monde dans des territoires où 1 € dépensé aura plus d'impact. Et sinon, donc le Sénégal et d'autres pays, enfin, si tu peux en parler évidemment? Oui, bien sûr. Alors, nous, on a 2 territoires, en objectif, moyen terme. On a les pays européens, francophones ou anglophones ou qui ont des synergies pratiques sur la formation professionnelle. Donc, l'État investit sur la formation professionnelle. Et on a aussi le continent africain, alors plus spécifiquement Afrique, de l'Ouest et Afrique du Sud, anglophone et francophone pour commencer. Donc on a identifié 7 pays avec lesquels on aimerait bien travailler dans les 2-3 prochaines années. Donc là, on commence un POC, avec le Sénégal et puis de fil en aiguille, on va tirer les opportunités.
Donc voilà, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Nigeria. On a identifié aussi la Tunisie et quelques autres pays aussi, donc tout dépend de l'infrastructure locale, de la connectivité, de la dynamique du marché de l'emploi ou des besoins en développement de compétences ou d'orientation des femmes vers les STEM. Il faut qu'on ait à la fois un marché porteur, de création d'entreprise ou autour de l'entrepreneuriat des femmes et du digital, que les personnes soient un minimum équipées, bien sûr, alors, en, ordinateur ou en téléphone portable et qu'il y ait, des relais locaux qui puissent accompagner les femmes. Donc au final, c'est vrai que en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que, ce qu'on a envie de faire, correspond, à cette logique partenariale, de pas arriver, voilà, dans des territoires où il y a déjà beaucoup de choses parce que le numérique va très, très vite, hein. Les gens sont partout sur les réseaux sociaux. 80 des personnes sont équipées d'interfaces, numériques, dans les pays que j'ai cités. Donc on peut travailler, vite et bien si, voilà, si vraiment on arrive avec un souci de donner une solution qui va répondre aux besoins et aux urgences locales. Ouais. Et du coup, au sein de Social Builder, vous avez pour tout ce qui est recrutement justement, c'est pas trop compliqué pour vous? Parce que voilà, on sait que le milieu de la tech, c'est Alors nous, on a beaucoup de chance parce que sur les projets techniques, alors, quand je dis monte, là, on est en train de monter tout le pôle numérique. On a, comme tout le monde, on a du mal à recruter. Alors non pas parce que notre projet, n'intéresse pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre projet, mais c'est souvent pour des questions plutôt de gap de salaire, hein. Donc il faut être clair, nous, le milieu, à but, non lucratif et impact, on n'a pas les mêmes grilles de salaire que le privé. Donc on a beaucoup, beaucoup de choses à offrir en termes de conditions de travail, en termes de sens, en termes, d'impact social, vous avez des bureaux à Paris, oui, à Nation, à Nation, ouais, c'est ça, ouais. à Paris et ça, c'est sûr que ça intéresse, je pense, beaucoup de personnes de travailler au sujet sur nos sujets et puis on a des beaux partenaires, on a des grandes entreprises partenaires qui nous apportent du pro bono, qui nous apportent, des outils, qui sont vraiment très aidants. On a tout un écosystème d'expertise. Donc sur le champ numérique, on a des challenges comme tout le monde, on a des freins spécifiques, mais au final, on attire quand même beaucoup de monde, donc ça va à peu près. Sur le reste de l'équipe, là, pour le coup, ça ne désemplit pas. On a beaucoup de candidatures. Sur nos métiers, qui sont les métiers de l'accompagnement et de la formation, il y a beaucoup de compétences. Et puis sur les métiers du développement, du partenariat, là aussi, il y a des jeunes, femmes essentiellement, qui postulent chez nous. Mais franchement, nous n'avons pas de mal à recruter, hein. On est très chanceux. Je pense qu'aussi, c'est parce qu'on travaille aussi, notre dynamique d'équipe, on accompagne bien les personnes, on travaille notre marque employeur aussi. On est sur tous les bons sites, on va aux bons endroits. Moi, je prends souvent la parole, hein, sur, l'importance d'investir dans les équipes, le management, quel type de leader, aussi attire dans nos environnements professionnels et ça fait toute la différence, je pense, hein. Voilà. Donc on est comme toutes les entreprises, on soigne nos salariés, on fait attention, on accompagne. On n'a pas ton Bien sûr, on ne peut pas tout faire bien, mais comme on est une entreprise en croissance, il faut faire très attention parce que, bah, bien sûr, parce qu'on a toujours aussi des contraintes de ressources, de tout type. Donc voilà, il faut faire très attention à nos équipes. Mais disons que votre sujet, c'est quand même, attire, je veux dire, c'est quand même, On est dans un monde il y a une vraie prise de conscience du fait que, où est-ce que je passe 80 de mes journées, c'est au travail et autant que je fasse quelque chose qui a du sens pour moi et c'est vrai que moi je vois, tous les âges, hein, toutes les personnes se posent cette question. Elles n'ont pas toutes les mêmes contraintes de vie, quand j'ai des emprunts, des enfants, il y a des arbitrages qui vont être un peu différents mais au final, je vois que les personnes viennent nous voir avec une vraie envie de faire des choses et voilà et je pense que c'est pas contextuel. Je crois que ça sera durable et les entreprises, je dirais un peu plus classiques commencent à s'en préoccuper et il va falloir qu'elles s'en préoccupent, sérieusement. donc Social Builder, vous soutenez donc les femmes pour, plus de mixité dans les métiers de la tech, dans leurs ambitions, dans leur insertion professionnelle, leur reconversion. Est-ce que tu penses, toi, à titre personnel et avec tout ce que tu as construit jusque-là, qu'on puisse agir dès le plus jeune âge sur ces sujets justement? Alors, chez les enfants, à l'école, dans les programmes scolaires, voilà. Alors, c'est nécessaire. Nous, on a choisi de travailler sur les actifs, le marché du travail, en partant du constat que tant qu'il y a pas de femmes, on aura beau dire aux petites filles: «Allez vers ces métiers», elles n'iront pas. Moi, je suis très investie sur la partie éducation aussi. Je pense que c'est, tout l'écosystème,
de l'enfance et de l'adolescence, qui doit se parler et parler, aux jeunes d'une façon et notamment aux jeunes femmes d'une façon, beaucoup plus ambitieuse sur, vous avez toute votre place à prendre dans ces nouveaux métiers. C'est des métiers intéressants, des métiers lucratifs, des métiers qui ont du sens. Il s'avère que les métiers du numérique ne sont pas connus. L'environnement numérique, c'est encore quelque chose, un petit peu de l'entre-soi et on va avoir besoin de décoder, de démocratiser pour que tout le monde, trouve sa place et attirer un peu plus les petites filles, et les ados, à s'investir et à envisager, l'informatique, les mathématiques, les sciences, les environnements technologiques et innovants. Ce qui est sûr, c'est que, il y a de l'éducation qui est fait, dans les classes, pas encore assez certainement, mais ce sujet n'est pas qu'un sujet de l'école et de l'État. Ce sujet, c'est aussi un sujet des médias, c'est un sujet de comment les parents se sentent, même ils ne sont pas éduqués sur les sujets, se sentent dans la possibilité de se dire: «Bah, va t'informer», d'amener dans les salons qui sont gratuits, de faire lire aussi, des supports, d'encourager aussi les acteurs culturels à produire, des séries, des films, des documentaires, des podcasts éducatifs sur tout cet environnement et de le faire d'une manière qui soit attractive pour les petits garçons et pour les petites filles. C'est vrai quand on rentre sur l'angle technique, ça marche pas. Il faut rentrer sur l'angle de l'imaginaire, de la vie, de comment autour des choses qui intéressent les petits garçons et les petites filles, on va pouvoir introduire, le codage, et c'est des environnements, ce qu'il faut comprendre, c'est que les environnements du numérique sont des environnements extrêmement créatifs et aujourd'hui, on les présente pas comme ça. Et tu es, donc l'heureuse maman de 2 garçons. Oui. Est-ce que justement tu as quelques anecdotes, à nous partager sur leur éducation et Alors ça, c'est intéressant, parce que, bon, je sais que tu poses la question aussi aux hommes, hein, mais sur l'éducation, moi, ce que j'ai sur la question de l'éducation, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est, à chaque fois que je lis un livre à mes enfants, donc qui aujourd'hui ont 5 et 8 ans, j'ai pris le parti de toujours, féminiser ou masculiniser, quand on parle de métier et je vais dire quand il marquait «le mécanicien», je vais toujours dire «le mécanicien» ou «la mécanicienne». J'ai fait ça depuis qu'ils sont tout petits et ça a vraiment forgé une façon de s'exprimer de mes enfants qui aujourd'hui vont toujours regarder les 2 côtés. Après ils sont pas naïfs, hein, ils voient bien qu'il y a des vrais, les métiers sont sexués, hein, c'est plutôt, la boulangère et c'est plutôt, l'éboueur, le monsieur. Ça, ils le voient bien au quotidien, ils sont capables de dire: «Bah, je vois que». Mais je sais que dans leur inconscient, j'ai planté une petite graine. Donc ça, c'est des pratiques, je pense qu'on est plusieurs à le faire, mais que je recommande. Et ensuite sur l'ouverture sur le numérique, alors moi j'ai des petits garçons, mais j'essaye, de les emmener avec moi, à des salons où bien sûr ils vont pratiquer, ils vont toucher des choses, pour que rapidement ils se mettent dans cette logique que ça fait partie de leur quotidien et que c'est pas que le téléphone portable, hein, que c'est aussi, très concret, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais au quotidien et puis bien sûr, moi je parle de mon métier, je parle du genre, je parle de pourquoi aujourd'hui on voit moins de filles ou de femmes dans les métiers numériques. Aujourd'hui, c'est un peu loin d'eux, mais je sais qu'en en parlant, plus j'en parle, plus ils auront le réflexe de me poser des questions. justement est-ce qu'ils t'en posent des questions? Alors, en fait, la manière dont ils me renvoient les choses, c'est plutôt, «Ah tiens maman, j'ai vu que dans cette bande dessinée ou dans ce dessin animé, il y a pas beaucoup d'héroïnes féminines». Voilà, donc moi, par exemple, il y a des livres, alors je ne vais pas les citer pour ne pas, discriminer certains auteurs, mais je dis: «Voilà, tu vois, moi je ne veux pas lire cette série de bande dessinée parce qu'il n'y a pas de personnages féminins». Ou je leur dis: «Écoute, ça a beau être drôle, regarde comment sont décrits les personnages féminins». Voilà, et j'essaye d'être, par exemple, il y a une série qui s'appelle La Bergère guerrière qui est en bande dessinée, bah, j'ai acheté ça pour mes fils. Voilà, je dis: faut que tu t'intéresses à des personnages féminins». J'ai mon petit garçon de 8 ans qui commence à jouer à un jeu électronique qui s'appelle Clash Royale. Je lui ai demandé d'identifier, les héroïnes ou les personnages qui sont mis en avant féminins. Donc j'essaie de créer cette conscience, mettre les petites lunettes bleues et roses pour qu'eux voient ce qui se passe dans la société, qu'ils soient pas naïfs et qu'ils se laissent pas emporter par des discours sans prendre du recul, et je pense que même un enfant de 5 6 ans peut prendre du recul. Ouais, tout à fait, ouais. Alors dernière question Emma, quels sont tes drivers dans la vie? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Alors moi, j'avoue que j'ai, beaucoup de chance parce que, mon métier au quotidien, c'est vraiment très connecté à, ce qui me fait lever le matin. Donc moi, je suis,
sensible aux inégalités, bien sûr, femmes-hommes, mais aussi à l'injustice, et aux conditionnements sociaux qui vont, un peu déterminer, malheureusement encore beaucoup, même dans un pays comme le nôtre, la trajectoire de vie que tu pourras avoir. Donc je suis très, très sensible aux inégalités et il suffit que je lise, un article sur, en ce moment j'ai des témoignages autour de, par exemple, de violences policières. Je n'incrimine pas du tout les policiers dans la globalité de leur profession, parce que c'est une profession très dure, mais voilà, du fait qu'il y a quand même il y a encore des agissements spécifiques, vers certains publics, et qui créent des drames humains. Et puis de l'autre côté, voilà, des femmes qu'on reconvertit, qui ont des difficultés à trouver, une première expérience professionnelle malgré, toute l'énergie qu'elles y mettent parce qu'elles n'ont pas le bon âge ou qu'elles habitent pas au bon endroit. Ben voilà, moi ça me fait lever le matin, quoi. Donc tant que j'aurai de la force pour créer des choses concrètes pour faire avancer ces sujets, c'est bon, je serai encore là. Génial. On peut te retrouver sur LinkedIn? Moi, c'est Emmanuelle Larocque avec 2 R sur LinkedIn et voilà, j'essaye de publier, en ce moment, je le fais beaucoup plus, justement des informations sur le sujet de l'égalité, de l'impact social et des thématiques, femmes-hommes Tu avec une publies uniquement perspective. sur LinkedIn ou tu as d'autres, Non, je publie nu et de temps en temps sur Twitter, mais j'avoue que je suis plus sur LinkedIn parce que, mon environnement de travail, j'ai tout mon réseau qui est là et c'est important pour moi, voilà, de savoir ce qui se passe dans mon environnement professionnel, donc je suis très sur LinkedIn, ouais. Génial. Bon, merci Emma et on vous souhaite, plein de bonnes choses pour Social Builder. À bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.